consiste, c'est tout d'abord à la création de boutiques. Donc, par l'angle de la transformation urbaine, si vous voulez, du fait que les villes se transforment. Et ça, il le constate à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Il voit bien qu'il y a une transformation des villes. Et il voit bien que cette transformation des villes, elle passe par le développement massif des boutiques. Et l'intérêt, c'est de savoir ce que l'on vendait dans ces boutiques. Et donc, voyant cette transformation et ce développement des boutiques, ils ont essayé de savoir ce qu'on y vendait. Et c'est là où ils ont vu qu'il y avait véritablement un développement en particulier du commerce de ces épices ou de ces produits qui sont produits ailleurs et qui montrent bien qu'il y a un développement de la consommation. Donc, ce que l'on va essayer d'évoquer maintenant, c'est une histoire connectée de la consommation. Donc, une histoire connectée de la consommation, dont vous avez bien compris qu'elle est avant tout une histoire pluridisciplinaire, donc reposant sur les différents champs historiographiques que je viens d'évoquer. Alors, les études se sont multipliées depuis une trentaine d'années sur l'histoire de la consommation, et en particulier sur les transformations de ces consommations depuis le XVIIe siècle. Donc depuis le XVIIe siècle et au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, je vous l'ai dit, essentiellement dans une historiographie britannique, et donc à propos donc, du développement de la consommation en Angleterre. En fait, les Français s'y sont mis beaucoup plus tardivement, en partie parce qu'ils étaient très préoccupés des questions portant sur l'industrialisation. On en a déjà parlé, je n'y reviens pas, mais il est certain que ça a retardé la façon dont les Français se sont intéressés au développement donc, de la consommation. Par conséquent, étudier la demande va de pair avec cette espèce d'individualisation de l'étude historique que l'on a déjà envisagée. Si vous voulez, parallèlement à l'évolution qu'on a envisagée en histoire politique, qui est que les individus ont un rôle croissant, eh bien, on peut dire qu'en termes d'histoire économique, on s'est intéressé à la façon dont les individus pouvaient organiser leur consommation. Donc ça, c'est un peu le premier temps de cette histoire de la consommation, c'est d'essayer de mettre en relation à la fois cette individualité des consommateurs et donc les choix qui sont opérés. La deuxième étape du développement de l'histoire de la consommation, c'est d'essayer de voir la relation entre les modes de consommation et la révolution industrielle. Donc, les modes de consommation et la révolution industrielle. Alors, pourquoi est-ce que ce deuxième temps porte d'ailleurs sur une période postérieure, hein, porte en gros sur la période du XVIIIe et du XIXe siècle? Essentiellement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment des produits, et donc on en vient à une véritable observation de ce qu'on peut appeler un marché de consommation. Donc un marché de consommation. Qu'est-ce que c'est qu'un marché de consommation? Qu'est-ce que c'est que le marché? C'était le lieu d'échange. C'était le lieu d'échange. Un lieu d'échange, oui. Ça a sûrement un rapport avec l'offre et la demande, ça c'est sûr. Non, mais c'est le lieu d'échange entre l'offre et la demande. Oui? Ah oui, d'accord. Mais le marché, vous pouvez le raisonner en termes presque plus simples. Le lieu de rencontre. Mais c'est pas, non, mais le lieu de rencontre, c'est une expression qui est compliquée. Il y a une chose beaucoup plus simple pour dire ce que c'est que le marché. C'est un lieu d'échange entre vendeurs et acheteurs. Oui, ça vous êtes tous sur le fait que le marché est un lieu d'échange. Vous avez raison, mais plus simple que ça. C'est là où on vend. Non. C'est tout simplement le marché,
en termes économiques, c'est la demande. Hein, le marché, c'est la demande, c'est l'économie de la demande. Et donc, il est intéressant de voir que, tout à l'heure, je vous ai dit que le développement de l'histoire de la consommation était d'abord très intéressé sur une sorte d'individuation de la consommation. Vous vous rappelez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est à peu près ce qui a correspondu aux travaux qui portaient sur les tout débuts de cette histoire connectée de la consommation, c'est-à-dire, disons, 16e, 17e siècle, enfin, disons 17e, début 18e, où un très petit nombre de gens peuvent consommer. Ce qui est intéressant, c'est que les historiens constatent bien que dans les années du XVIIIe siècle, il y a un développement de la consommation. Est-ce qu'on peut pour autant évoquer un marché? Eh bien, ils disent que oui, et ils disent que oui à certaines conditions que je vous donne maintenant, c'est-à-dire à partir du moment où à peu près 25% d'une population adulte, 25% d'une population adulte, au minimum, hein, donc c'est 25% et plus, peuvent acquérir ces produits, peuvent acquérir les produits en question et donc peuvent les consommer. À ce moment-là, on peut peut-être parler d'un marché et on peut surtout peut-être commencer à parler d'une consommation de masse. On peut sans doute commencer à parler d'une consommation de masse. Et donc 25%, vous voyez, c'est un quart de la population qui, une fois par an, au minimum, a recours à cette production. Donc vous voyez qu'on est quand même... On peut utiliser le concept de consommation de masse, mais enfin, je veux dire, avec des pincettes. Hein, vous êtes d'accord? Parce que c'est quand même extrêmement peu de monde qui peuvent consommer le produit en question. Et ce peu de monde, les produits consommés en question, c'est le sucre, le thé, le tabac, le sucre, le thé et le tabac, qui donc sont consommés de façon relativement anecdotique. Alors là aussi, j'évoquais, là aussi il y a des différences, hein, parce qu'il est évident